C'est parfait. Donc Julien, bienvenue ici. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir. C'est maintenant le cas et on va passer un bon moment ensemble, j'espère. Est-ce que tu peux, comme d'habitude, te Bonne raison. présenter à... Bon, il n'y a pas de doute, je pense. Mais est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde? Oui, je m'appelle Julien Gillet, j'ai 44 ans, bientôt 45. Je suis entraîneur de tennis et préparateur physique spécialisé dans le haut niveau. Alors le haut niveau, que ce soit la formation du jeune joueur, voilà, ça peut être un U15, un U12, Hmm. ou de l'adulte, que j'entraîne actuellement des adultes, enfin un adulte surtout, mais des joueurs adultes qui jouent sur le circuit ATP. Voilà. Hmm. Ok. Tu as plusieurs personnes que tu vas suivre en même temps ou tu es que sur une personne là? Alors disons que j'ai un nombre de semaines de 40 semaines avec un joueur qui s'appelle Valentin Royer. Après j'aide un autre joueur qui s'appelle Florent Bach sur des semaines, voilà, sur quelques semaines. Hmm. Et j'aide des projets, voilà, un junior qui est à côté de chez moi qui s'appelle Michael Kaouk, j'aide son projet. Et bref, quelques autres joueurs de ma région qui sont dans le coin. Voilà, un jeune garçon, une jeune fille. Bon, bref, voilà. Ouais. J'essaye d'aider quelques jeunes de ma région, en fait, aussi. Ok, bon, top, top. Au même titre que si on fait le parallèle avec un enseignant de club, il va pouvoir discuter avec plusieurs publics dans son club et au final être de bons conseils pour tout le monde. Euh, Ensuite, du coup, si on doit revenir un petit peu en arrière dans cette chronologie-là, tout est parti, du coup, cette vie de coach, d'enseignant de tennis à la base? Ça a été pour toi de suite ce métier-là qui t'a donné envie ou pas du tout? Alors, ouais, moi, assez tôt, j'ai su que je voulais être entraîneur de tennis. Et assez tôt, j'ai su que je voulais entraîner des joueurs qui jouaient bien au tennis. Hmm. Je me rappelle, j'avais 14 ou 15 ans, j'étais en troisième. Et j'avais dit ça à mes parents. Ils étaient un peu inquiets parce que, Hmm. voilà, c'était plus la filière traditionnelle Ouais. des études. Et donc, le sport, ils ne connaissaient pas plus que ça. Ça leur faisait un peu peur en termes de précarité. Hmm. Et du coup, ma mère, elle avait appelé à l'INSEP qui était à ce moment-là, il y avait du tennis à l'INSEP, et elle avait appelé un des entraîneurs à l'INSEP en disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que on peut en vivre? Est-ce que moi, c'est une question qu'on me pose parfois. On me dit, mais vous faites quoi à Ouais. côté Ouais. plus Ouais. d'être entraîneur? Donc, moi, j'ai eu cette envie assez tôt, et j'avais quand même l'impression d'avoir ce côté un peu, je ne sais pas si c'est leader, mais de pouvoir pousser les gens, quand j'étais dans une équipe, quand on est au collège ou Oui. etc., avec de son âge, j'avais l'impression d'avoir ce truc de pouvoir un peu fédérer, Hmm. et je me sentais à l'aise dans ce rôle-là. Et du coup, j'ai voulu être entraîneur. Alors, j'aurais rêvé d'être joueur de haut niveau, je Hmm. pense, comme à peu près les joueurs qui aiment la compète, qui jouent. Hmm. Je m'y suis mis un peu tard. Je manquais aussi peut-être de qualité pour y arriver. J'étais à -15. Voilà, donc je m'y suis mis tard, mais de manière passionnée, je me suis entraîné. Je suis monté -15. J'ai fait des études aussi en parallèle où j'étais en STAPS. Hmm. Voilà, j'ai passé un diplôme d'entraîneur, DES, DE, après un diplôme prépa physique. Et je me suis mis dans l'entraînement à la suite de ça. D'accord. Et donc là, tu dis qu'à 14 ans, tu penses à ça et tu as envie de faire ça parce que depuis que tu es petit, tu as eu un entraîneur qui t'a marqué ou quelque chose comme ça? Alors, honnêtement, alors moi j'ai eu un entraîneur pendant plusieurs années, bien sûr qui m'a marqué, mais au même titre que j'ai eu après d'autres entraîneurs qui m'ont marqué aussi. Mais je dirais pas que c'est grâce à mon entraîneur que j'ai eu envie d'être entraîneur, Ouais. même si forcément il a joué un rôle parce qu'il m'a transmis la passion. Hmm. Mais sans trop savoir pourquoi, je me suis senti voilà, bien dans ce rôle-là, quoi, assez tôt, et j'avais envie de faire ça. Et j'avais conscience aussi que pour entraîner des joueurs qui jouaient bien, il fallait avoir un niveau de tennis qui était à peu près Ouais. potable quand même. Aussi, en tout cas, ça peut aider. Hmm. Donc, je me suis mis à jouer. J'aimais ça, donc j'aime la compète et je me suis mis à jouer. Je me suis mis à monter au classement. J'ai fait des études en parallèle. Et bref, j'ai essayé de développer en fait des compétences qui pouvaient m'être utiles en tant qu'entraîneur par la suite, quoi. Je vois, je vois. Ok. Et donc là, tu passes tous ces diplômes-là, donc DE, DES, prépa physique.
Et au final, après, tu t'interviens dans un club au début ou tu pars directement avec des joueurs ou des joueuses? Alors moi, j'ai jamais bossé en club, si ce n'est quand j'étais éducateur, j'avais 17 ans, j'étais éducateur dans mon club de l'époque, à Saint-Estève vers Perpignan. Mais je n'ai jamais travaillé en tant qu'enseignant de club, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études, j'ai commencé par la préparation physique, j'ai entraîné quelques joueurs à négatif. Après, j'ai eu un ou deux projets de jeunes qui étaient déscolarisés, qui voulaient faire du haut niveau, mais qui avaient entre 12 et 15 ans. Hmm. Suite à ça, moi, je jouais encore un peu. Suite à ça, j'étais pris par la Ligue du Languedoc, à l'époque Languedoc, maintenant Ouais. Occitanie, mais j'étais pris par la Ligue. La Ligue m'a fait intervenir comme préparateur physique de ma Ligue. Ensuite, du coup, ben, j'ai rencontré des jeunes à la Ligue qui Hmm. m'ont demandé de les entraîner pour certains. Et donc, j'ai eu là un projet avec une joueuse qui s'appelle Jade Suvrine qui travaille maintenant pour la Ligue en tant que prépa physique, justement. C'est marrant. Mhm. Mais j'ai entraîné pendant plusieurs années. Il y avait un autre jeune qui s'appelle Sean qui passe son DE aussi en ce moment. Mais que j'ai entraîné. Eux, ils avaient des projets forts. Puis il y en a ils étaient dans les meilleurs Français tous les deux, de leur âge. Et ben voilà, de fil en aiguille, j'ai eu des projets de jeunes comme ça après mes études. Ok. Ok. Et donc, petit à petit, qu'est-ce qui ressort de toutes ces expériences-là? Euh, L'appétence pour, tu vois, les jeunes, le fait de l'amener vers le haut niveau en passant tous les âges, ou certains profils, qu'est-ce qui ressort là pour toi? Alors, moi ce qui ressort, c'est le plaisir d'entraîner des gens ou des joueurs ou des joueuses qui veulent s'engager dans leur projet. Alors évidemment, c'est plus facile quand ils ont un minimum de talent. Oui. Parce que, ben voilà, évidemment, c'est plus facile de faire progresser quelqu'un qui a quand même un petit peu de talent, on va pas se mentir. Mais surtout qui avait envie. Moi, je suis quelqu'un de motivé, de bosseur. Et donc, c'est vrai que d'avoir des jeunes qui étaient passionnés, qui avaient envie de progresser, plus que l'âge, plus que c'est vraiment cette motivation pour moi de faire progresser les joueurs que j'ai eus. Euh, Là, c'était des jeunes. Alors, chez les jeunes, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont plein de choses à apprendre. Hmm. On est sur du développement technique, énormément de développement technique, puisque à ces âges-là, leur technique, elle est loin d'être achevée. Et donc, il y a beaucoup de choses à travailler, à développer. Et donc, ben voilà, on a du boulot, quoi. Et c'est agréable de. Alors, c'est dur parfois parce que ça progresse pas toujours de manière linéaire, mais c'est agréable de les faire évoluer dans le temps. Moi, je me voyais un peu, alors, c'est une image, mais je suis pas un artiste, mais comme Hmm. un sculpteur, dans le sens où Oui. petit à petit, le joueur, je vais le façonner. Je vois que dans le temps, ben, les choses que j'avais planifiées, que j'avais voulu modifier, ben, ça fonctionne. En général, ça a fonctionné. Et donc, j'étais content de voir ou comme un bâtisseur, quelqu'un qui va faire Ouais. construire quelque chose, va voir les choses s'améliorer au fur et à mesure, quoi. Ouais, je comprends. Et je pense que c'est très important pour nous, enseignants, que ce soit encore une fois pour un projet de haut niveau ou en tout cas dans l'objectif de faire performer, enfin, d'améliorer quelqu'un ou quelque chose. Il faut qu'on ait cette vision un peu long terme, tu vois, un peu de recul, et on voit les étapes à passer. Et ça, pour le coup, des fois, je trouve que c'est difficile pour les jeunes, surtout, d'arriver de prendre du recul et d'essayer de se visualiser un peu plus tard dans leur carrière et faire confiance justement à ce processus-là qui va s'instaurer et voilà, qui va prendre un peu de temps, normalement, en logique. Mais du coup, ça, comment, avec l'expérience, t'arrives à le transmettre et à le faire passer au sein des joueurs ou des joueuses que tu as. Alors, enfin, c'est jamais évident dans le sens où, pour arriver à faire ça, il faut garder les joueurs un certain nombre Oui, d'années, de mois minimum, parce ouais, qu'évidemment, une formation, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il y a une relation de confiance à créer. Ça veut dire qu'il faut s'engager dans le procédé et dans le processus pendant X années. Et donc, il faut avoir cette chance-là aussi d'avoir des gens qui sont fiables aussi. oui. Mais il faut que l'entraîneur il essaye de les amener là-dedans, de les fidéliser, Hum. euh, croire en l'enfant aussi et de montrer que il a envie de se bouger et d'être là dans la durée et de faire les choses, quoi. Faire avancer l'enfant. Ouais.
Est-ce que tu penses, je sais pas du tout, moi, j'en suis pas, je suis jamais, j'ai jamais été dans ce monde, mais je me dis, est-ce que tu penses que à l'heure actuelle, c'est plus difficile de garder quelqu'un que ce ne l'était avant? En fait, avant, je me dis, est-ce qu'avant, ils n'avaient pas plus confiance au processus, justement, et se dire, OK, cette personne-là, je lui fais confiance pendant X années, que maintenant, il y aurait peut-être un peu plus la presse de se dire, ouais, bah, en fait, il y a tellement de personnes qui peuvent être accessibles que finalement, je zappe. Je sais pas du tout, hein. C'est une question où... Sûrement. Je Ouais, pense. Alors, je dirais que sûrement parce que effectivement, maintenant, via aussi les réseaux sociaux, via cette génération un peu, je zappe dès que ça va pas. ouais, Euh, et puis après, alors moi je vais parler aussi de haut niveau, mais dans le haut niveau, il y a cette pression de résultat. ouais, Plus on entraîne quelqu'un qui est censé performer, plus il y a des attentes. Ces attentes, ben, parfois, quand on travaille des choses, on perd même plus parce que on va développer hum, d'autres choses, mais dans un premier temps, ça n'a pas fonctionné. Donc, le temps que ça se mette en place, il va y avoir des matchs de perdus. Donc, il faut une vraie confiance ouais, de la part des parents, de la part du jeune, pour accepter les moments où justement il y a des doutes, parce qu'il y en a toujours. ouais, Et peut-être que c'est une époque où on se dit, bon, ça ne fonctionne pas, on n'a qu'à aller voir ailleurs. Donc, hum, je dirais plutôt oui. ouais, hum. À mon grand regret, hein, parce que je suis plus sur le Ah, fait bien sûr, de faire confiance à ce travail d'équipe, quoi, ce travail qui fait qu'on s'amène tous. Après, évidemment, il faut que les deux soient proactifs. Mais en tout cas, exactement. hum, hum. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus, une fois que tu es dans un schéma, dans une En relation, tout se dire que cas, c'est acquis, quoi. Ouais. moi, ce que je vois, c'est que souvent, ce qui marche, c'est quand les gens, la structure a une certaine stabilité. Hum. Quand il y a un changement trop régulier, l'enfant, il perd ses repères, on travaille pendant une année sur quelque chose, l'année d'après, on fait autre Ouais. chose. Il n'y a Ouais. pas de continuité. La continuité, c'est vraiment important pour progresser dans la durée. Et donc ça, c'est vrai que c'est un des points qui, pour moi, me pousse en tout cas à faire confiance à une équipe. Alors, il faut qu'elle en vaille le coup. Mais en tout cas, dans la durée, je trouve que c'est la stabilité, c'est trop important. Ouais, ouais, on est d'accord. D'accord. Moi, je parle souvent dans les sports endurance de constance et d'être régulier à l'entraînement, mais là, c'est pareil, hein. Ouais, Si on ne sait pas où on va et qu'on... En plus, le fait de savoir où tu vas, ça donne du sens à ce que tu fais tous les jours, quoi. Et ça, bien sûr. c'est des choses qu'on doit définir en tant qu'entraîneur. Encore une fois, là, on parle de haut niveau, mais encore une fois, dans son club, il faut qu'on se décarcasse. Là, je parle aux enseignants qui nous écoutent. Il faut qu'on se décarcasse pour créer l'image de où on veut amener nos joueurs, nos jeunes à la fin de l'année et par quelle étape on va passer. Voilà. Et on leur explicite tout ça et on leur donne ces informations-là, qu'ils se l'imprègnent et que finalement, après, quand tu fais telle séance, mais oui, mais ça, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Tu vois? Parce que des fois, C'est il y a- donner du sens. C'est c'est donner du c'est- sens à ce qu'on fait. ouais, ça me paraît. Tu vois, ça, c'est des choses. Et encore, j'en ai là, la dernière interview, une des récentes interviews que j'ai fait, c'était avec Laurent de Pasquale. Ouais. On a parlé de ça. Et en fait, de ce qu'on disait, on parlait de choses, mais très simples. Mais pour autant, des choses simples répétées tous les jours, ben, ça fait des résultats. Ça fait des résultats, quoi. Oui, oui. Mm. Parfois, on se casse la tête en essayant de faire Ouais, des choses compliquées et de changer tout le temps, justement, de choses ouais. compliquées. Alors que non, c'est répéter des choses simples qui vont fonctionner dans la durée, qui marchent. Mm. Ça serait intéressant. On en parlera en dernière partie là sur justement ton rôle de coach actuel là, avec le type d'entraînement, les choses que tu peux proposer avec Valentin. Là, j'aimerais bien qu'on fasse une sorte de petit bilan de justement avec l'expérience que tu as eue maintenant, des points clés pour toi vers qui pourraient amener en tout cas à la formation vers le haut niveau. Les choses qui te semblent essentielles pour les enseignants qui nous écoutent, ces points clés-là qui seraient là pour justement guider les enseignants dans leur quête du haut niveau pour leurs joueurs ou leurs joueuses. Alors, je dirais justement avoir une bonne vision, du haut niveau Ouais, et du jeu haut niveau, c'est-à-dire quelles sont les bases, les bases clés. Alors, je vais en citer quelques-unes, hein, mais bon, ça va être sur le travail d'appui. Par exemple, avoir des appuis stables au sol, être équilibré, être capable à la fois d'être coordonné, c'est-à-dire d'avoir une bonne dissociation, du relâchement, avoir des coups qui soient des coups
qui soit le plus fluide possible pour générer de la puissance quand le gabarit va être plus important en grandissant. À côté de ça, là, je parle que d'une manière technique. Mm. Évidemment qu'il y a le côté plaisir, développer le côté plaisir, le côté jeu, parce que sans ça, on ne continue pas dans la pratique et sans y passer Ouais. du temps, on ne devient pas bon. Mm. Donc, il y a ce côté transmettre la passion fondamentale dans n'importe quel sport, hein, d'ailleurs. Euh, Ensuite, il y a le côté mental, entre guillemets, dans le sens où bah, il faut véhiculer des valeurs. Moi, je sais que dans mes entraînements, alors j'ai la chance, c'est que j'ai eu des joueurs qui étaient des joueurs qui mettaient une certaine forme de concentration, de détermination dans leur entraînement. Moi, c'est ce que j'aime. Et donc, c'est vrai que mettre une certaine rigueur, Mm. intensité dans ce qu'on fait. Le haut niveau, ça joue avec une intensité, une densité physique, une concentration mentale. On ne peut pas, pour moi, faire des séances en gros en marchant, Oui. en parlant toutes les 2 minutes et finalement espérer progresser de manière importante et se préparer pour le haut niveau. Euh, donc voilà, alors évidemment, il y a le facteur tactique aussi, j'en ai pas parlé, mais Mm. être capable voilà, de jouer juste. Il y a tous les facteurs qui vont être importants, le physique, la tactique, la technique, une bonne base technique pour éviter d'avoir, je vais prendre l'exemple du service, Mm. mais d'avoir une grosse limite biomécanique au service. Si c'est pas travaillé à ce moment-là, jeune, ben on va se la traîner toute notre vie. Et donc, c'est un ensemble de facteurs. Mais je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure sur la vision. Parce qu'il y a la vision du haut niveau à avoir. OK, pour être à haut niveau, il faut frapper fort en coup droit, frapper fort en vert, Mm. avoir un bon service, avoir un jeu complet maintenant, c'est-à-dire être capable de slicer, voler, se Ouais. déplacer bien, défendre. Mais après, il y a l'individu. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec mon joueur? C'est-à-dire que mon joueur, il fait 1m95. OK. Mm. Bon, ouais, un Mpechi, voilà, un Mm. serveur. Non, il fait 1m75. Ah mince, bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'il se déplace très bien, qu'il couvre très bien le terrain, qu'il retourne Ouais. excessivement bien parce qu'il va peut-être devoir penser sa faiblesse au service. Donc en fait, il y a la vision du haut niveau à avoir pour moi. Comment on doit jouer un joueur à haut niveau? Et après, il y a le joueur qu'on a en face et comment je l'imagine intégrer le haut niveau avec ses qualités. Très, très intéressant. Très intéressant ce que tu Et dis. après, on fait le parallèle des deux, quoi. Ouais, parce que ça permet de se rendre compte là aussi de où je dois l'amener et d'où je pars. Parce que finalement, Oui, si tu veux calquer quelque chose, encore une fois, j'essaye de faire beaucoup de parallèles pour que les enseignants qui nous écoutent puissent capter aussi. Mais tu as un joueur, tu décèles, ou en tout cas tu sais en tant qu'enseignant que tu es capable de lui apprendre par exemple le service lifté. Mais s'il n'est même pas capable de servir en équilibre correctement, tu oui. vas pas lui faire un service lifté. Voilà. Et là, tu vois des prérogatives importantes pour le haut niveau, tu te dis, putain, il faut absolument qu'il sache faire ça. Mais si actuellement, ou en tout cas physiquement, dans le terme de gabarit, comme l'exemple que tu prenais, il n'en est pas capable, ben, tu te pèterais les dents, je pense, à vouloir le faire, tu vois. Oui. Alors que si tu pars de ses forces et de Les ses étapes, capacités, ouais, mm, c'est pour ça que les étapes sont importantes. Comme ouais, tu le disais tout à l'heure, tu parlais des étapes en fonction de l'âge ou du niveau, etc. Il faut avoir une vision de là où on veut aller, mais il ouais, faut aussi définir des étapes pour y ouais. arriver. Mm. En fait, encore une fois, et pour les enseignants là, qui nous écoutent, c'est très important d'avoir cette vision globale de l'activité, des prérequis, de ce qu'on doit être capable de faire avec le joueur ou la joueuse, avant même d'attaquer le travail, en fait. Et c'est pas en cours de route qu'on va se dire, ah non, mais en fait, finalement, non. Je pense que on en parlera peut-être à la fin, mais peut-être que on va dire ceux qui sont tout en haut peut-être. Alors là, c'est juste des petits ajustements, tu vois, parce que ils doivent retoucher des choses qui sont déjà bien en place, je pense, je suppose. Mais quand nous on est dans cette démarche de formation, bah là non, il faut avoir cette vision très long terme, je pense. Ouais. Ah, moi, Oui, il faut une sorte de plan d'action, en fait. Il ouais. faut une sorte de plan d'action. Alors, j'ai pas parlé de la programmation de tournoi, mais là, c'est pareil, Hmm. ou du physique. Mais il faut avoir une vision de là où je veux aller, du joueur que j'ai, c'est-à-dire ses points forts, ses points faibles, et comment lui, il peut s'intégrer dans cette vision du haut niveau. Et après, tous les facteurs, les éléments, techniques, tactiques, physiques, à quel âge, en Oui. U12, U14, U16,
U18. La programmation, je fais quoi? Ben là, il va jouer les U14, après il va les moins de 18, les juniors, après il va passer sur le circuit futur, challenger, etc. À quel âge je fais quoi en termes de préparation physique? Ouais. Au niveau de mes pratiques, il faut que je les pose avant 15 ans parce que c'est vraiment là qu'il faut, etc. Hum, Et là, une fois qu'on a le plan d'action qui est assez clair et défini, après, c'est pas très compliqué. Évidemment, il faut le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important pour moi, c'est ça. Une fois qu'on a ça, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que, au moins, encore une fois, tu sais où tu vas. Et s'il y C'est a un ça. truc qui va pas, t'adaptes. Mais au moins, tu avais une base de travail. Tu pars pas à l'inconnu, tu vois. Parce que tous ceux qui veulent faire du haut niveau, moi, il y a plein d'enseignants, parce que j'interviens sur la formation des enseignants DE à région Occitanie, mais côté Toulouse. Et du coup, OK. je leur dis, mais finalement, vous avez des rêves, vous avez des envies d'être coach sur le haut niveau, c'est très bien. Moi, je ne mets jamais de barrière. Il faut pas te mettre de limite. Mais par contre, je lui dis, soyez raccord avec l'investissement que vous devez avoir en tant que coach de haut niveau. Pareil, tu vois. C'est-à-dire que tu te pointes pas en séance, je leur dis, vous ne pointez pas en séance si vous n'avez pas préparé, quoi. Et si tu ne sais pas Mm. pourquoi cette séance-là, elle est là, tu vois. Parce que ça fait Mm. partie du bagage, ou en tout cas de la compétence coach de haut niveau, tu vois. Et ça, c'est au même titre que ce qu'on disait tout à l'heure pour le joueur. On a des points, on veut Tout à aller fait. là, donc on en tient compte. Ça, c'est fondamental. Mais du coup, on parlera un peu de côté prog et entraînement physique, comment tu arrives à le caler dans la saison et tout ça sur la dernière partie, là, sur ta vie Ouais. actuelle. Donc oui, avant d'y partir sur ça, on a un sponsor commun qui est ASICS. Et Ouais. ça fait plaisir d'en parler parce qu'avec tous les invités que j'ai, ouais, bon, on monte les couleurs. Et avec tous les invités que j'ai pas tout le temps l'occasion d'en parler, mais ça tombe très bien là. Euh, non pas que je regrette toutes les autres marques, mais je suis très content d'être avec ASICS parce que vraiment, l'esprit qu'ils véhiculent est très bon. Et donc, du coup, pourquoi toi, ça a été un oui pour ta part de les rejoindre? Alors moi, à la base, c'est tout bête, mais quand j'étais plus jeune, j'adorais vraiment les chaussures Ouais. ASICS. Et donc, on s'est emporté. Ensuite, je connaissais bien Marina Caiazzo qui bossait pour ASICS, qui est toujours en lien avec eux. Euh, et euh, la joueuse que j'entraînais, Jade, à l'époque, était passée chez eux. Moi, j'étais avec eux. Après, j'avais eu Arthur Cazot qui, lui, Oui. je l'avais justement, avait été détecté, qui était passé avec ASICS aussi. Et donc, bref, j'ai eu voilà, une histoire assez longue avec la marque. D'abord parce que j'aimais les produits, hein, c'était d'abord l'idée de base. Mm. Maintenant, avec la Tennis Academy, ce qu'ils ont fondé voilà, sur le fait d'essayer de diffuser, de partager entre les coachs, voilà, j'ai adhéré à ça, donc je trouve que c'est top. Mm. Et du coup, quels sont on va dire, ton rôle ou les missions que tu t'adoptes pour justement la ZX Tennis Academy? Tu as des moments où c'est que tu Alors, formes, tu donnes ouais, des interviews, même des documents sur cette partie-là? alors moi, écoute, on m'a demandé quelquefois d'assister, alors sur les grands chelems, parce que j'ai mon joueur qui fait des qualifs de grands chelems, d'être sur des événements à ce moment-là, à Paris, où là c'était. Voilà, il y a eu un moment donné où il y avait en direct, un peu comme là, Mm. avec plusieurs coachs, de justement discuter de plusieurs sujets au niveau de l'entraînement. Donc, il y a des moments comme ça dans l'année où Mm. effectivement, c'est des partages d'expériences avec d'autres entraîneurs ou des moments en direct avec des jeunes, jouer avec eux, partager un événement ensemble, quoi. Mm. C'est pour ça que j'ai vachement apprécié la démarche de la Zix Tennis Academy, puisque ça fait vraiment écho à ce qu'on est en train de faire là tous les deux. C'est que c'est des coachs qui Mm. discutent entre eux, qui partagent leur expérience, qui se tirent vers le haut. Et du coup, je suis ouais, ravi que ça soit une initiative qui soit portée par une marque, comme tu le dis, qui a des produits de très bonne qualité. Donc, vraiment bien. Et pour la petite anecdote, j'en ai parlé avec des joueurs de tennis. Et ils m'ont dit, mais Azix, ils font pas de raquette de tennis. Ben, je lui dis non, mais pour eux, en fait, si tu faisais pas, si la marque ne faisait pas de raquette de tennis, alors elle pouvait pas exister, tu vois, dans le monde du tennis. Ah oui, Alors qu'en fait, d'accord. ben moi, Azix, que ce soit du textile ou des chaussures, pour moi, tu peux pas passer à côté, quoi. Oui, non, bien sûr. J'étais en train de chercher, tu vois, sur les grosses marques et les grosses autres écuries, Ouais. Adidas ou Nike.
effectivement, ils font pas non plus de raquettes. Alors, je crois qu'Adidas en faisait dans les années 80, Ouais. mais on peut complètement être dans le tennis sans faire la raquette. Mm. Et je pense énormément de chaussures de tennis vendues à Zix. Ouais. Donc, voilà. Mm. Ouais. Et sur même d'autres C'est pas comme univers, ça. ouais, de la course à pied, etc., c'est des marques ouais, Ah oui. indémodables. Bon, donc merci pour cette petite entracte pour ASICS. Donc là, dernière partie ensemble, justement sur cette vie actuelle. Donc là, ça fait combien de temps? Là, tu m'as dit que tu étais au Rwanda. Donc, Ouais. c'est la vie d'un coach, hein, de bouger. Et donc là, Mm, pour deux mm. tournois, tu m'as dit? Pour 2 tournois, ouais, je suis arrivé hier. Mm. Il y a une chanteuse, je ne sais pas ce qu'ils chantent là, qui a un boucan pas possible. J'espère qu'ils vont On s'arrêter parce que je l'entend suis dans ma pas. chambre d'hôtel. On l'entend pas. Bon, tant mieux parce que Moi, oui. moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète un petit peu parce que je suis fatigué avec le voyage, etc. Mais oui, oui, le voyage fait partie de la vie de l'entraîneur de tennis Mm. de haut niveau, entre guillemets. Hein. J'entraîne pas encore Yannick Sinner parce que le mien, il est 180 ou 190e mondial, ce qui est déjà pas mal, bien Oui. sûr. Mais voilà, ça reste du haut niveau quand même parce que, ben oui, tu fais partie des 200 meilleurs joueurs du monde. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement. Et mine de rien, le tennis, c'est un sport planétaire. Hein. On ne fait pas Ouais. du lancer de boomerang ou une discipline où il y a 10 participants, quoi. Mm. Et donc là, justement, comment ça se passe? Donc, ça fait combien de temps que vous travaillez, vous collaborez ensemble? C'est la troisième année, donc ça fait un peu plus de 2 ans et quelques mois. Ça fait. Ok. Et donc là, cette relation-là, comment tu arrives à... Là, tout à l'heure, on parlait de programmation, on parlait de physique, toi, tu as cette compétence-là aussi. Est-ce qu'il y a des personnes, tu vois, que tu fais intervenir sur certains domaines sur lesquels tu n'es pas en aussi bonne compétence que le Ouais, physique? Ouais. le mental, par exemple, là, on a eu son prépa mental là, tout à l'heure, on communique avec lui. Effectivement, moi j'ai la casquette d'entraîneur tennis et de préparateur physique. C'est déjà beaucoup dans le Ouais. sens où ça prend du temps. Et puis moi, voilà, je maîtrise le mental évidemment. Je me suis documenté dessus, Oui. que ça fait partie du rôle de l'entraîneur de tennis. Je suis au contact avec lui, donc bien sûr que je suis Oui. aussi préparateur mental en direct. Sauf que voilà, moi, je me cantonne à mes compétences en premier et je laisse faire un expert de la préparation mentale Hmm. sur ce versant-là, quoi. Je Donc pense oui, que... aussi, voilà, ouais, on a d'autres personnes, un kiné, une diététicienne, un prépa mental, par exemple. Et donc là, tu disais qu'il était dans les 200 meilleurs. Donc, c'est typique des 200 meilleurs que d'avoir déjà un staff aussi garni, même s'ils sont pas tout le temps, Alors, j'imagine, mais je veux dire avoir des alors, gens ressources comme ça. alors, ça se développe un peu. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent, Oui. de manière claire, hein, c'est-à-dire qu'une équipe, il faut la payer. Hmm. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir de personnes à côté. Hmm. Sauf que sans personne, c'est plus dur de continuer à gravir les échelons. Hmm. Et donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Maintenant, les dotations en Grand Chelem ont quand même vachement augmenté sur les dernières années. Donc, si on a un joueur qui fait les 4 Grands Chelems, qui gagne quelques matchs dessus sur ses qualifs, il peut quand même investir dans un staff et D'accord. avoir des personnes ressources. Ouais. Et donc, à partir de là, quand on est dans les 230 de manière régulière et qu'on gagne quelques matchs dans ces tournois-là, et on a quand même un petit peu d'argent pour investir sur sa structure. D'accord. Hmm. Hmm. Mais là, du coup, pour Valentin, il y a que toi qui le suis, ou il y a quand même un kiné qui suit aussi? Il y a un kiné qui le suit sur quelques semaines. Ouais. Alors, dans le très haut niveau, il y a pas mal d'entraîneurs qui sont à deux aussi, parce Ouais. que ça permet d'alléger, comme c'est une vie Oui. de voyage, le côté familial, c'est vrai que Ouais. ben, le fait d'avoir quelqu'un qui prend le relais de temps en temps, c'est pas mal aussi. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et après, mais même, j'imagine, est-ce que tu penses pas que c'est aussi bénéfique, je pense, pour le joueur que d'être seul parfois? Si, Je pense, hein. Tu vois, moi, si parce ouais. que moi j'ai fait les deux. Hein. J'ai fait à des moments avec des joueurs que j'ai entraînés 47 ou 48 semaines à l'année. J'ai fait tous les tournois de toute l'année avec eux. euh, à un moment donné, le joueur, il se rend même plus compte que c'est une chance que tu sois là. Ouais. Euh, Oui, ça devient normal. mais c'est Ouais. bien, Ouais. humain, c'est pas de sa faute. Mm. Mais par contre, là, c'est vrai qu'il y a quelques tournois où Valentin, ben voilà, il le fait seul, sur 5-6 tournois peut-être dans l'année, pas plus.
Mais c'est pas mal de temps en temps aussi parce que ça te permet de te recentrer un peu sur toi, Hmm. te rendre compte que finalement, tu es content d'avoir ton entraîneur quand il est là aussi. Et à un moment donné, te reposer un peu, d'être seul avec toi-même, ça te fait du bien aussi. Ouais. Tu sais pourquoi tu fais ça un peu plus aussi à des Hmm. moments. Donc moi, je suis pour le fait qu'il y ait quelques tournois seuls dans l'année. Il ne faut pas qu'il y en ait trop parce qu'il y a un travail à long terme. Alors moi, même quand avec lui en tournoi, je regarde ses matchs, je regarde ce que fait l'adversaire. J'ai vu des vidéos de l'adversaire qui va jouer, je l'ai au téléphone, j'envoie les séances physiques, donc je ne suis pas là, Oui. mais Oui. il n'est pas dans le désert, hein. Oui. Euh, mais voilà, je trouve que c'est bien qu'il y en ait quelques-uns dans l'année aussi. Hmm. Moi, je suis d'accord avec ça. Cette Ça idée-là. donne de l'oxygène, c'est comme un couple à un moment donné. Il faut que ça puisse respirer, et que chacun, moi je puisse aller avec ma famille un petit peu sur une paire de semaines, Ouais. lui soit en tournoi et qui soit peinard, qui discute un peu plus avec les mecs, parce que quand on est ensemble, forcément, on est en équipe et on est un peu plus fermé peut-être à d'autres joueurs aussi. Bref, moi je trouve que c'est sain. Hmm. Et du coup, justement, cette relation en dehors du cours. Tu... En fait, dès que vous sortez du cours, donc que ce soit pour un entraînement ou pour un match, tu fais plus rien avec lui ou justement vous passez du temps ensemble, genre vous mangez ensemble, vous passez la journée. Alors nous, on mange ensemble, sauf peut-être sur le petit-déj, parce que c'est un moment un peu particulier où lui, il n'est pas du matin et moi, je suis complètement du matin. C'est-à-dire Ouais, que moi, je peux parler de tout, de rien le matin. Lui, il a la tête, il est comme ça. ouais, Donc c'est peut-être le seul moment où on mange peu ou pas ensemble. mm, Sur le reste, on mange ensemble, on discute justement de tout ou de rien et on joue à des jeux. Ça peut être un puissance 4, hein, ouais, n'importe quoi. Non, enfin, on n'est pas obligé d'avoir une relation extra sportive. Après, moi, je trouve que c'est bien quand même parce que de passer autant de temps à entraîner ouais, quelqu'un et finalement d'essayer de l'aider à atteindre ses rêves, parce que c'est un peu ça aussi mm, notre rôle, hein. oui, Il y a le côté humain et il y a le côté, quand je suis sur le bord du terrain avec toi, bah, c'est pas juste mon boulot, c'est au-delà de ça, c'est que voilà, je t'apprécie en tant que personne, j'ai envie que tu oui, gagnes, on est ensemble. Et ça peut faire la diff aussi, à mon avis, sur le côté performance. ouais, 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 je pense aussi. L'humain, c'est vraiment. J'écoutais un podcast l'autre jour sur la performance sportive et justement là-bas, c'était des discussions entre triathlètes. Et le neuroscientifique qui était venu, il disait, vous oubliez un aspect hyper important de l'entraînement, c'est le côté social. Et alors qu'on était tous pendus à écouter, oui, telle La séance, perf. ça fait développer telle chose. Et en fait, il dit, mais faites du travail, faites ces séances-là en groupe, vous allez voir, elles seront plus efficaces que si vous avez fait seul. Et en fait, on l'oublie des fois, mais c'est tellement vrai. L'humain et le côté social du sport est là pour aussi nous faire progresser plus rapidement. C'est indéniable, tu vois. Et on est des humains parce que Forme d'éducation, bien sûr. si on n'était pas resté, enfin, si on ne restait pas humain comme on l'a été depuis la nuit des temps, ben on serait pas où ce qu'on est là, tu vois. C'est pas possible. Ouais. Les gens s'étaient fait la gueule, les tout premiers, ils s'étaient fait la gueule, qui s'étaient parlé, pas parlé, ben du coup, on serait jamais là. Et donc ça, c'est dans Bien nos gènes. sûr, c'est pour ça que la communication, elle est super importante. Hmm. Et moi, si je ne pouvais pas encadrer le mec que je traîne, je ne ferais pas toutes ces semaines en Ouais, déplacement. c'est Parce clair. que, Ouais. il y a, quelque part, il y a un respect, quelque part, voilà, la personne qu'on entraîne, on a envie de la voir réussir Hmm. et on aime passer du temps aussi quand même avec elle, même si on a besoin d'oxygène à des moments. Évidemment que, enfin, Oui, moi personnellement, je ne fais pas ça que pour l'argent en me disant, ouais, je me déplace, je laisse ma famille et puis j'ai affaire à un con et ouais, puis ouais. je me déplace sur la planète. Non, Hmm. non, je Hmm. préfère rester chez moi, entraîner des jeunes sympas à côté de chez moi que faire ça si j'ai pas ce lien humain, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, si on parle vraiment cœur de l'entraînement, comment tu arrives à goupiller justement les semaines où c'est que tu vas te dire, ben, par exemple, là, je vais bloquer ces périodes-là de l'année pour travailler physiquement, par exemple, ou travailler techniquement, et du coup, on fait pas de tournoi, ou pas, ou est-ce que tu fais pas dans les tournois? Comment tu t'organises sur ça? Alors déjà, il faut savoir que à ce niveau-là, il joue entre 25 et 30 tournois par an. Hmm.
25-30 tournois par an. Ensuite, il y a des semaines où il y a plus ou moins un peu de récup, de repos. Il y a des semaines dédiées à l'entraînement. Il peut y avoir des bobos aussi à certains moments. Mm. Donc en fait, si on met 25 à 30 tournois et s'ils jouent des matchs par équipe, mettons qu'ils jouent sur des matchs par équipe, donc tu vois, tu arrives quand même déjà avec un gros volume de semaines qui sont prises par les tournois. Tu peux dédier un moment donné sur des semaines vraiment consacrées à la préparation physique, mais finalement, ça va être surtout sur le mois de décembre. Mhm. Euh, voilà, donc au final, ça laisse pas des grandes plages. Là, on a eu 2 semaines, tu vois, parce qu'on est passé de dur à terre battue. On s'en a entraîné 2 semaines. On a fait 6 séances qui étaient plus poussées au niveau cardio. Mm. Euh, donc c'est voilà, c'est une petite période, mais après le gros du travail, c'est de bosser pendant les tournois. Ouais. Il faut bosser pendant les tournois. Évidemment, s'il fait finale en simple et en double, ta plage de travail, elle est très réduite. Ouais. Par contre, ça arrive aussi quand il perd au tour et que tu ne rejoues pas avant 8 jours. Ben Ouais. là, tu peux vraiment bosser. Et donc, en fait, ça va être ça. Ça va être de courtes périodes où tu peux planifier du travail. En Mm. décembre, le changement terre battue dur. Et Mm. après, te dire, bon, ben, toute l'année, je travaille et je veux développer ça. En Mm. sachant que tu ne vas pas développer des choses en profondeur, vraiment en profondeur, c'est-à-dire, si je te dis, il doit développer sa force maximale Oui. sur le membre inférieur, tu peux le faire, mais disons que tu risques d'impacter les tournois. Oui. Mm. Alors que si ton travail, c'est vraiment de la vitesse du pied, de l'explosivité, de la plio légère, bah, tu peux le bosser en tournoi toute l'année. Oui. Tu vas pas avoir vraiment un impact délétère sur la performance. Donc après, il y a ça à voir. C'est ton joueur, est-ce qu'il a besoin? Tu me dis, il y avait une joueuse à l'époque qui était vraiment trop faible au niveau VO2 et Oui. qui, dès qu'elle enchaînait 2 matchs ou 3 matchs, elle était cuite sur après. Et même, ça l'a pénalisée parce qu'elle ne pouvait pas s'entraîner finalement de manière très intensive dans la durée. Ouais. Ben, elle, tout intérêt à se dire, bon, il vaut mieux que j'arrête Mm. peut-être ma saison plus tôt, que je prenne 2 mois, que vraiment je développe ça, et après je réattaque. Quand tu as un athlète qui est plutôt bon et qui doit juste s'améliorer un petit peu sur son explosivité, sa technique de course, bon, tu vas pas passer sur des cycles à proprement parler, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que lui, il gagne de l'argent, Oui. que son classement, il augmente, il a plus 15 ans non plus. Ouais. Donc voilà comment il est un petit peu avec tout ça, quoi. Et donc, avec la casquette prépa physique, euh, moi, en tout cas, il y a des choses que je suis vachement vigilant avec les athlètes que je coach, c'est tout ce qui est quantification de la charge. Et justement, pour Mhm. justement s'éloigner au plus des blessures, mais pour maintenir un niveau d'activité toute l'année, quoi. Là, pour toi, c'est quoi les outils, ou en tout cas, qu'est-ce que tu prends comme repère qui te permet de quantifier ça? Alors, tu peux très bien passer sur des échelles de Borg, etc., à remplir tous les jours en disant je me sens fatigué, pas fatigué. Tu peux aussi, moi, ce que je fais, c'est noter chaque entraînement pour avoir une idée du volume Hmm. fait, aussi de l'impact physique que ça représente avec un cardiofréquence-mètre, par exemple, d'avoir, voilà, maintenant ils le font aussi à très haut niveau, ça coûte un peu plus cher, mais avec des GPS, pour Oui. avoir une idée, une quantification totale euh, de la charge au niveau de l'entraînement. Hmm. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je discute énormément avec mon joueur sur il est fatigué, il n'est pas fatigué, il a des courbatures, il a mangé comment, qu'est-ce qu'il a Ouais. fait ce week-end. Ouais. Donc ça va être finalement un travail de détective. Hmm. Alors j'en parle comme ça, hein, mais en fait mon échelle de Borg sur savoir où il en est sur 5 jours en arrivant, ça va, tu as dormi comment, tu te sens bien, hop. Il y a ça, il y a le côté psychologique qui affecte parce que évidemment bah, je me suis embrouillé avec ma copine, il y Hmm. a tout qui joue. Et après, moi, je sais exactement ce que j'ai fait comme entraînement en termes de volume, d'intensité. Et avec l'expérience, je module. Bien sûr. C'est-à-dire que je Ouais. sais bien que quand il a fait une semaine qui était d'avant, où on est monté sur des cardios qui étaient un peu plus difficiles, où on a fait une séance lactique à un moment donné, je diminue un petit peu la charge avant le tournoi. Et après, tu jongles avec ce côté volume de la charge plus ressenti de l'athlète et fatigue de l'athlète. Je Alors, vois. j'ai pas, je le faisais à un moment donné, tu vois, avec la Fédé, ils avaient un logiciel où on rentrait tout. Moi, je note
de manière simple, hein, toutes mes séances, ce que je fais, le volume des séances, et j'essaie de regarder les pics de forme, quand est-ce qu'il est mieux ou pas, et d'adapter en fonction. Mais j'ai pas un logiciel, tu vois, je sais qu'il en existe, des logiciels où tu rentres pour l'athlète, il va rentrer, ok, je me sens comment, j'ai fait Ouais. telle séance, Moi, c'est ce où j'ai que. pas une mesure cardio sur chaque séance. Je pourrais le faire, mais j'ai beaucoup de choses à faire et c'est vrai que rentrer, je le fais sur les intermittents qu'on fait, par exemple, si tu veux, sur Ouais. la fréquence cardiaque, sur la charge aérobie, anaérobie, mais je le fais pas sur l'année au niveau cardio, quoi. Ok. 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 Et donc, du coup, là, on va bientôt conclure, là, mais sur cette dernière partie, du coup, sur cette vie actuelle, euh, on parle souvent du joueur, de l'amener à haut niveau, etc. Et je me rappelle de cette interview-là, c'était avec Fred Fontan, on en avait parlé de cette question-là, on pense à l'athlète, à l'amener au plus haut niveau. Là, en l'occurrence, c'était Félix pour qu'il gagne un grand chelem. Mais il dit, il faut aussi avoir son projet en tant que coach. Et c'est-à-dire que se visualiser soi en tant que qu'est-ce que je veux être comme coach? C'est-à-dire, est-ce que je veux être un coach d'un top 10? Est-ce que je veux être coach d'un vainqueur de Grand Chelem? Voilà. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Et en tout cas, est-ce que ou pas? Ou qu'est-ce que ça te fait penser, ça? Oui, oui, je me suis posé cette question, mais moi, en fait, je la tourne un peu. En tout cas, ma réponse, elle est un peu différente. Moi, ce que je veux, c'est être un bon entraîneur et faire de mon mieux pour faire progresser les Hmm. joueurs que j'ai. Je te réponds ça pourquoi? Parce que je ne suis pas à la course aux joueurs entraînés qui ont le meilleur classement, les Oui, entraîner 2 mois et puis au oui, final marquer ça sur mon CV. Ce que je pourrais très bien faire, hein, d'ailleurs j'ai toujours choisi finalement pas la difficulté, mais je suis resté à Montpellier qui est quand même pas, c'est pas Paris. On m'avait proposé d'aller à Paris. oui, J'ai entraîné des gamins de 10 ans ou 11 ans. Ça va plus vite quand tu es dans une académie qu'on te file un top 100, parce que j'aurais pu oui, le faire aussi à un moment donné. oui, J'ai des propositions pour ça. J'ai choisi de former, de développer. Alors, j'ai eu un joueur qui est arrivé top 100, Arthur Cazot, qui est monté top 100 finalement, mais que j'ai formé de 13 à 18 ans. Je veux dire, je n'ai pas choisi le côté bling-bling, la facilité ouais, je dans comprends. l'entraînement. Et au final, je suis fier des joueurs, du boulot que j'ai fait. Et je vais essayer de les entraîner du mieux possible. Si à un moment donné, j'entraîne un mec qui est 20e, super. Hmm. Mais à la fois, si un gamin de 12 ans qui veut progresser, je juge qu'il a les qualités et l'envie, je le ferai avec le même plaisir et la même motivation. Ouais, Et donc, je pense que ça, c'est important. C'est de pas forcément, parce que je vois des jeunes ou des DE en club qui disent: ah ouais, mais moi, je veux entraîner un tel, un tel, un tel. Ouais, très bien, ça peut être une source de motivation d'entraîner le numéro 1 mondial. Je ne dis pas le contraire. hmm. Mais faites bien votre boulot avec les gamins que vous avez et vous en retirerez de la satisfaction. Et ça, c'est important, je trouve. Parce que tout le monde ne va pas entraîner le numéro mondial, mais tout le monde peut bien faire son taf et aider les joueurs qu'on a à l'entraînement. Très juste. Même si je pense que Fred ne disait pas ça pour le fait de bling bling. Je- Non, 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 c'est un bon Bon, entraîneur. Je pense que que c'est tout le monde une. soit, parce que bon, en ayant discuté avec tout ça, même en off, je pense pas, mais en tout cas, que tout le monde soit au clair avec ça. Mais j'aime beaucoup ta réponse, oui, évidemment, s'investir du mieux qu'on puisse, pas avoir de regrets sur en tout cas l'investissement qu'on va mettre. Et je suis sûr que si on s'investit pleinement dans notre travail, on aura de belles réussites. Mm. Tout à fait. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Il n'y a pas de regret à avoir. Et puis à la fin, on est content de ce qu'on a fait. Et c'est quand même le plus important. Exactement. Bon, moi, je suis très content de l'entretien qu'on a eu ensemble, Julien. Ouais, c'était sympa. Non. Merci en tout cas pour le moment partagé. Avec, Avec grand plaisir avec de plaisir. rééchanger un peu plus tard dans l'évolution de Valentin ou d'autres joueurs et joueuses. Ça marche. Je te remercie.